Les moments où les enfants nous sortent par les yeux, où on a envie de les étriper, c'est compliqué, hein, mais il faut se dire, en fait, s'il était ou s'il n'était pas là, ma vie n'aurait plus de sens, vraiment. Donc voilà, de temps à autre, quand je suis en colère, ça peut m'arriver encore d'être en colère contre un de mes fils. Je fais, bon, attends, n'oublie pas qu'il est là. Donc, tu as la chance de pouvoir être en colère contre lui. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Manu, bienvenue. Quelle joie de t'avoir en face de moi dans mon canapé. On s'est fait une première discussion dans Histoire de mec. Je mettrai le lien pour les gens qui veulent aller écouter. Où on parlait un peu plus de masculinité pour le coup et notamment de ton aventure estivale avec Gérald Darmanin. C'est ça, notre passion de l'été, notre petit coup de l'été avec Gérald. Ça a été un grand moment pour lui et pour moi. Il m'a pas réécrit depuis. J'ai un peu la larme à l'œil, mais tant pis. Il t'a ghosté. Ouais, un petit peu. Putain, c'est quand même classe, quoi. Tu pourrais faire un bouquin ghosté par Gérald Darmanin. Je sais pas si classe, c'est le mot qui vient à l'esprit tout de suite, en fait. Manu, t'es auteur. Tu t'écris plein de choses. Je suis auteur, c'est ton métier. Artiste-auteur, scénariste, traducteur, tout ça. Tu fais plein de choses et donc tu t'es retrouvé au milieu des spotlights cet été. Moi, complètement par hasard, absolument. Voilà, c'était pas voulu vraiment. C'était pas le but recherché, mais enfin bon, pourquoi pas. Parce que un de tes bouquins jeunesse s'est fait interdire aux moins de 18 ans pour cause de pornographie. C'est ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, on en parle beaucoup plus longuement dans l'épisode d'Histoire de mec. Et donc, encore une fois, vous avez qu'à cliquer dans les notes et puis vous retrouverez. Et effectivement, on a passé un super moment tous les deux. On était en visio. On s'est bien amusé. Ouais, et je me suis dit, mais Manu, la prochaine fois que tu viens à Paris, fais coucou, quoi. Tu viens à Toulouse. Oui, parce que je vis à Toulouse, ouais. Et donc, là, tu passes. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. Effectivement, on a un peu échangé sur la paternité et sur la parentalité d'une manière générale. Et tu m'as dit, mais moi, j'aimerais bien venir. Donc, t'es bienvenu. Ouais. Puisque mes fils veulent pas discuter avec moi, je vais discuter d'eux. C'est mieux, quoi. Tes fils veulent pas discuter avec toi. Je les énerve. Je psychologise trop, donc ça les gave, quoi. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta situation parentale, paternelle? Ouais, alors alors j'ai 3 fils. Alors j'ai 2 fils et demi. C'est un peu compliqué pour l'instant parce que j'ai 2 fils que j'ai eu avec une femme. Voilà, il y a quelques dizaines d'années, puisque le premier est né en 99 et le deuxième en 2001. Donc je peux faire le calcul mental, mais je crois qu'ils ont 24 et 22 ans. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai divorcé. Je me suis remis avec une autre femme, Emmanuelle, qui avait à l'époque 2 enfants. Qui s'appelle aussi Emmanuel. Qui s'appelle Emmanuel, ouais, c'est comme ça, on se souvient du prénom de l'autre. Voilà, comment je m'appelle déjà? Ah bah oui, pareil. Et qui avait 2 enfants, un garçon et une fille. Et donc là, la fille, elle, est décédée maintenant il y a 1 an et demi d'un cancer. Voilà, elle avait 20 ans. Ça a été une épreuve terrible pour nous tous. Et quand ça s'est terminé, dans les gestes
lien qu'on a voulu faire, on a décidé qu'on adoptait chacun l'enfant de l'autre, enfin donc les enfants de l'autre dans le cas d'Emmanuel, et moi j'adopte son fils, Solal, que je salue s'il écoute. Donc on a fait ce processus. Solal, quel âge? Qui a 21 ans, puisqu'il c'est maintenant, c'est 99, 2000, 2001. Ah ouais, donc. Et on a eu la chance de pouvoir discuter beaucoup cet été à propos de ça. Donc moi j'ai appris qu'il existait cette adoption simple qui consiste finalement à dire je suis un parent de cet enfant qui a grandi avec moi, avec qui j'ai grandi aussi. Je savais même pas. Voilà. Moi non plus, j'ai découvert ça complètement par hasard et j'ai dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour signifier ce lien vraiment de famille. Et donc je me suis acheté un 3e fils. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Aller le chercher à la mairie, c'est ça? Alors, il faut encore que le tribunal nous convoque tous les 3, donc j'espère qu'ils vont pas me dénoncer pour toutes les pratiques. Voilà, c'est ça. Je sais pas si je vais pas en être empêché, mais voilà, ça fait partie de nos marques aussi pour signifier cette famille qui a existé pendant des années et qu'on va porter encore pendant d'autres années. C'est cool. On va parler de tout ça, hein, mais avant ça, j'aimerais te dire merci de venir parler à ce micro parce que merci de m'avoir invité. Et je le redis parce que si vous êtes un vieux daron, excusez-moi, mais moi aussi je suis un vieux daron maintenant, tu vois. Bon, voilà. Je cherche des darons qui ont 45, 50, 60 ans et qui ont une expérience de la paternité un peu plus avancée, on va dire, pour pouvoir venir partager. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de jeunes invités. Enfin, quand je dis jeunes, c'est des jeunes parents généralement qui ont des enfants qui vont avant l'adolescence. Et c'est vrai que la parentalité s'arrête pas. À partir du moment où, je sais pas, après la grossesse ou après la petite enfance ou après l'adolescence, quoi, elle continue et surtout elle évolue de plein de façons différentes. Et donc, je suis très heureux que tu viennes raconter ça. Donc merci beaucoup, Manu. Avant de rentrer dans la discussion, j'aimerais bien savoir d'où est venu ton désir de paternité. De l'amour que je portais à la personne avec qui je vivais, du fait que je viens d'une famille qui a toujours été très unie, très belle et très forte, donc c'était un peu la chose logique. Je suis pas sûr que je rêvais absolument d'avoir un enfant, mais on s'est dit à un moment on va en faire un et ça a marché, donc on a eu ce premier enfant, on a découvert plein de trucs et le deuxième est arrivé un petit peu plus pas par accident, mais enfin on pensait pas que ça irait aussi vite. Et j'ai eu une période, on va dire, entre quand ces enfants-là avaient entre 1 et 5 ans, de paternité la plus dévouée possible et la plus heureuse possible, voilà. Mais c'était une découverte. Hein, C'est-à-dire non, mais parce que c'était tout le monde. Oui, non, c'est bien sûr. Non, mais l'idée d'avoir un enfant avant, si j'y avais vraiment réfléchi, c'était plutôt quelque chose d'angoissant, parce qu'on n'imagine pas ce que c'est, on se dit je vais faire comme a fait mon père ou comme a fait mon oncle ou une personne qui nous paraît un bon exemple, et est-ce que je vais y arriver, etc. Ouais. Donc après voilà, comme beaucoup de choses, on découvre quand on y est que c'est pas ce qu'on pensait que ce serait, mais que c'est... Qu'est-ce que tu pensais que ce serait Est-ce que tu as des souvenirs? Je pensais être très présent et très anxieux. Alors, je suis certainement assez présent et très anxieux, mais je me suis rendu compte aussi que c'était difficile d'être tout le temps présent et ouvert à l'enfant, aux enfants. Parce qu'il y avait les autres domaines de ta vie, le boulot, les relations avec les autres, etc. Et que c'est le regret que j'ai encore aujourd'hui quand je discute avec mes enfants, mais il y a des fois où je me dis, le moment de la rencontre, il est là, et moi, j'y suis pas. Je suis pas présent, C'est-à-dire au moment de l'accouchement, c'est ça? Ah si, l'accouchement était, ça a toujours été des moments très très beaux et très forts. Non, c'est après, c'est que rapidement, dès que l'enfant devient un petit peu autonome, on va dire, dès son envie c'est de s'éloigner de toi, il faut que tu lui dises, ok, vas-y, mais déjà tu vas revenir, hein, tu vas revenir voir papa, et puis accepter que ça se passe pas comme tu voudrais, quoi. Donc c'est perdre la maîtrise et puis accepter de la perdre, et c'est pas facile. Ça s'est passé à quel âge pour toi? Alors pour moi, quel âge ils avaient eux? Quel âge ils avaient Écoute, je me souviens j'ai dans mon bureau, j'ai une photo avec mes 2 fils, je pense qu'ils avaient 2 et 4 ans, et ils montaient sur comment on appelle ça, une petite voiture d'auto-tamponneuse, tu vois, le premier truc sur lequel ils pouvaient aller. Et j'ai eu une espèce de montée de larmes en les voyant, parce que je me suis dit, ça y est, ils sont partis en voiture, quoi. Et voilà, c'était une espèce de bouffée en disant, je peux pas contrôler qui va leur rentrer dedans, comment ils vont conduire, comment, est-ce qu'ils vont se faire mal, est-ce qu'ils vont prendre du plaisir, voilà.
C'était un moment d'émotion. Et voilà. Et ils m'ont détesté pour ça. Ils font vas-y, pleure pas, quoi. Voilà. Mais t'as pleuré à ce moment-là, vraiment? Oui, j'avais vraiment une bouffée de larmes en me disant, je les ai vus partir de. Voilà, ouais. Ok. T'es dans l'émotion là. J'ai l'impression que ça revient là. Ça vient. Non, mais très souvent, quand je parle de mes fils ou que je pense à eux, je peux être beaucoup dans l'émotion. Et c'est quelque chose d'ailleurs, je pense qu'ils détestent plus ou moins parce qu'ils aiment pas trop me voir dans cet état-là, je pense. Et puis que quand je suis dans cet état-là, ça les met dans cet état-là, et que du coup on est tous émotionneux, et que du coup on se déteste. Comme ça, c'est pas très. Enfin, je sais pas si c'est pas très viril ou quoi, mais c'est compliqué, quoi. Ok. Et c'est étonnant, tu vois, parce que je me disais, mais parce que toi-même t'avais du mal à accepter les émotions qui venaient, c'est ça? Parce que je me dis, quand t'as un daron qui est à l'aise, tu vois, tu finis par comprendre aussi que c'est cool, ok, de pleurer, quoi, tu vois, que c'est pas très grave. Oui, non, mais je pense qu'ils savent le faire et ils acceptent leurs émotions, ces jolis garçons que j'ai là. Mais que des fois ils trouvent que papa, bon, ça va, t'es gentil à nous faire ta crise de larmes parce que voilà, on était mignons quand on était petits, bah ouais. Et qui voulaient leur liberté sur ces auto-tamponneuses. Ils voulaient pas quelqu'un qui pleure et qui les retient, quoi. Ouais. Ils voulaient quelqu'un qui dit, ouais, vas-y. Ah oui, tu veux dire que tes larmes à ce moment-là, il y a un peu un côté que ça te rend triste, etc. Et que peut-être ça les rend peut-être un peu moins libres de pouvoir se balader. Ça peut leur gâcher le plaisir de la liberté de la découverte. Peut-être encore. Hein, Je l'avais pas vu comme ça. Trop intéressant. Comment s'est passé alors tu disais que tu as été un papa ultra dévoué, c'est ça, entre 1 et 4? Non, au contraire, j'étais un papa j'étais présent, mais il y avait les obligations de travail, on bossait à 50 bornes de chez nous, donc on se voyait voilà, au début t'as un enfant j'avais ces deux petits où on était dans un rapport très très fréquent, quoi. Et puis quand l'école commence, quand toi tu reprends le boulot, ou quand j'ai repris le boulot, quand mon épouse de l'époque a repris le boulot, ça devient une composante de ton emploi du temps. Et dans ton emploi du temps, il y a le moment où tu es présent alors j'essaie de dire je et pas tu à chaque fois, mais il y avait les moments où on pouvait être présent, où je pouvais être présent avec mes enfants, mais j'étais pas forcément présent à mes enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me poursuit. Enfin, j'ai toujours cette fois où je pense que c'était plutôt quand mon grand-fils avait 12 ou 13 ans et il a eu son premier chagrin d'amour. Et sauf que moi j'étais au téléphone avec mon premier chagrin d'éditeur, donc dans quelque chose qui était très très puissant, et je pense que j'ai eu le tort de pas dire à l'éditeur écoute, on se rappelle dans 1 heure et je vais m'occuper de mon fils, peut-être parce que je me sentais pas équipé pour le faire non plus. Mais c'est ça, j'aimerais être toujours présent à mes fils, et si possible qu'ils soient présents à moi, et c'est compliqué, quoi, parce que tu veux dire que j'ai l'impression qu'il y a la composante professionnelle qui est importante pour toi, c'est ça? Il y a une forme d'épanouissement, et je suis là-dedans, oui, tu vois, donc je compatis complètement. Et enfin la professionnelle au sens où c'est pas réussir des choses, gagner de l'argent, des choses, mais c'est que notre vie d'adulte, c'est aussi tourner vers d'autres adultes, vers des activités constructives. Je veux pas dire même professionnelles, mais il y a des moments où tu fais des choses pour toi, où je fais des choses pour moi, et où les enfants ne peuvent pas forcément entrer. Donc j'aimerais que ce soit toujours parfaitement fluide et harmonieux, et ça l'est jamais en fait. Et en ce moment, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que je dérange mes fils dans leurs activités qui commencent à être professionnelles ou étudiantines, voilà. Parce que tu veux dire que tu viens à ce moment-là dans leur vie. Oui, alors qu'ils ils doivent s'occuper de leurs copains, de leurs copines, de leur métier, de leurs perspectives d'avenir, de leurs jeux en ligne, enfin des choses comme ça, de leur catch. De leur catch? Oui, j'en ai un qui est fan de catch, donc voilà, quand il me dit on va regarder toute une soirée de WrestleMania, WrestleMania à la télé, je n'ai aucune envie de faire ça, c'est vraiment le contraire d'une bonne soirée dans ma tête, donc je peux pas être présent à toi, désolé Martin. Et il n'y a pas ce truc en toi qui te dit ok, ça le fait kiffer, voilà un truc sur lequel je peux m'accrocher entre guillemets pour créer du lien avec lui. Ouais, mais c'est du catch. Raconte-moi. Oui, je sais. J'entends bien. Pardon.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, il y a toujours quelque chose qui me dit, il faudrait que je m'accroche à ça. Et c'est là où je me trouve pas super bon comme daron, c'est que j'y arrive pas. Me plonger dans l'enthousiasme de mes fils, c'est quelque chose qui m'est un peu difficile. J'arrive à parler de leur enthousiasme avec eux, parfois à tenter de le modérer. C'est plutôt comme ça que je me positionne avec eux, c'est-à-dire je leur amène presque une contradiction. Je suis pas dans le... Ah oui, t'es pas dans le lien à ce moment-là. Ou alors t'es dans un lien un peu... un lien, pas cette espèce de bienveillance absolue qu'on nous demande d'avoir parfois. Et qu'on nous demande d'avoir. Oui, mais j'aimerais beaucoup être dans la bienveillance. Je connais, j'ai une mère, moi, qui est dans la bienveillance quasi absolue et quasi générale. Elle est championne du monde de bienveillance, en fait, tout simplement. Elle a gagné le titre. C'est ça, ouais, elle est ceinture noire, voilà, c'est... maintenant, elle apprend aux jeunes bienveillants, enfin tout ça. Mais c'est vrai que moi, de temps à autre, j'ai pas la bienveillance de dire ah mais ça a l'air passionnant le catch ou ça a l'air passionnant la fission nucléaire. Ça, c'est j'en ai un autre qui s'occupe plus de fission nucléaire que de catch ou voilà. Et alors j'en ai un qui s'occupe 2 salles, 2 ambiances. oui, elle a 3 salles parce qu'il y en a un qui s'occupe plutôt d'art et de scénario. Alors là, on essaie de travailler ensemble. On a beaucoup de choses à se dire, mais pour le coup, c'est lui qui a pas envie et qui dit mais vas-y, c'est pas comme ça que je fais moi parce que voilà. Ils ont aussi besoin de tracer chacun leur voie. Bien sûr. Et puis c'est d'autant plus dur que c'est ton fiston, quoi, tu vois, qu'il faut réussir à tuer le père, quoi, tu vois. Ben oui, il faut tuer le père. Bon, c'est un truc que je disais quand j'étais jeune, que j'avais tué mon père relativement jeune et que j'avais passé quand même pas mal de bonnes années derrière avec son cadavre. Au sens où j'avais un père, on s'est beaucoup opposé. Moi, j'ai eu l'impression quand j'avais 12, 13 ans, 13, 14 ans, on va dire quelque chose comme ça. Et qu'après, entre mes 14 ans et pratiquement son décès, il y a 10 ans maintenant, c'était quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Voilà, on pratiquait, on faisait du sport, on faisait des choses comme ça. Tu le faisais plus par obligation. Voilà, exactement. C'était, il y avait bien sûr des petits moments d'obligation où on était ensemble en famille, on aurait aimé chacun faire son truc, mais oui, c'était le plaisir d'être avec, le père avec qui on bricole, qui je bricolais, je faisais du VTT, de l'escalade, des trucs extraordinaire. Alors on parlait pas du tout ou très très peu de nos émotions, mais on les vivait comme ça, vraiment physiquement quoi. À 14 ans. On va dire à partir du moment où j'ai pris davantage d'autonomie, donc je dirais à partir de 15 à 20 25 ans et puis après quand il est devenu grand-père, c'était aussi quelqu'un de très important pour mes fils, enfin voilà quoi. Et tu vois, ça me fait penser, et si tu veux, je t'enverrai le lien, si tu veux l'écouter. J'ai interviewé un mec qui s'appelle André Stern, qui est incroyable vraiment dans sa façon d'aborder la parentalité, la paternité et tout, et qui m'a sorti un truc moi qui m'a mindfuck vraiment la tête. J'étais là, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? En fait, il m'a dit, ce qui est génial avec l'amour inconditionnel, quand tu arrives à t'ouvrir à l'amour inconditionnel de tes enfants, et tu vois, il a cette phrase, je t'aime parce que tu es comme tu es. Il me dit, en fait, quand tu le dis à tes enfants, en fait, t'es aussi en train de le dire à ton petit toi, que peut-être à qui tes parents l'ont pas dit. Alors, peut-être que ta maman te l'a montré, te l'a dit, etc. Et moi, ça m'a foutu en l'air. Et tu vois, il racontait justement que son fils aîné adore le kart, c'est un maboule de kart, et que lui dit mais moi s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les sports automobiles, quoi, tu vois. Donc là je me retrouve le week-end à aller l'amener à droite à gauche, à être sur le bord des pistes et à m'intéresser en fait. Alors que c'est pas du tout le profil, quoi, tu vois, c'est trop marrant. Ouais. Avec cette double injonction d'être ouvert à l'amour inconditionnel et de devoir quand même essayer de... Tu vois ça comme une injonction, toi? Oui, okay. Parce que ce serait bien, ce serait génial d'être dans l'amour inconditionnel. Je le piste chez mes amis. J'ai des amis qui ont des fils qui ont à peu près l'âge des miens, et je regarde leur rapport à leur fils et je le jauge par rapport au mien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment mon copain qui ne veut pas, qui réprouve par exemple la personne avec qui son fils s'est marié, donc qui réprouve ce mariage, qui est gentil avec son fils, mais qui veut pas aller au mariage par exemple, tout simplement. Wow. Et
Et je ne sais pas ce que je ferais, mais si je dois aimer inconditionnellement mon copain, je lui dis t'as raison. Et en même temps, c'est pas ça. Donc c'est un peu pardon, là j'ai glissé sur les amis. Non, mais t'as raison. Mais je vois aussi des exemples de pères qui semblent toujours prêts à bricoler. Alors pour moi c'est ça, bricoler, faire des trucs physiques avec leur fils. Et je dis mais les miens c'est plus difficile. Et donc là je me sens un peu pas assez, amour inconditionnel. Tu te compares? Ouais, bien sûr, tout à fait. Comparaison n'est pas raison. Ouais, mais enfin, il y a aussi, tu regardes comment les choses se font autour de toi et tu dis, quelle est la version la plus agréable, quelle est pas la version parce que j'aime pas ce terme, mais quel est le rapport le plus agréable. Donc l'amour inconditionnel, c'est une direction. Mais c'est quoi ce joli film J'adore quand tu dis direction plutôt qu'injonction, tu vois, parce que c'est pas pareil. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a un vrai truc de, ok, tu y vas, quoi, tu vois, mais après t'es pas obligé d'y aller parce que c'est pas. Tu vois. Parce que c'est un horizon, parce que l'amour inconditionnel absolu. Il y a ce magnifique film là, je l'avais vu, le My Sweet Boy, My Beautiful Boy. Tu vois, avec Steve Carell. Ouais, probablement. Et Timothée Chalamet. C'est ça. Où il raconte l'addiction de son fils à la meth et Chalamet. Excellent comme blague. À la meth, je suis dans la coupe. Je l'avais pas. Pardon. Un moment, tu vois, d'émotion, et paf, tu fais une blague comme ça, tu fais un peu le rétablissement. Pardon, et qui raconte comment il perd son fils dans la drogue. Et l'amour inconditionnel, c'est là où moi je ne le conçois même pas, c'est-à-dire tu dois à la fois dire ok, tu es cette personne qui est addict et qui met sa vie en danger, et c'est ton droit. Et non. Papa, il est pas d'accord. Papa, il dit pas toucher. Voilà, c'est. Mais tu peux à la fois dire, papa, il dit pas toucher, et être en même temps dans l'amour inconditionnel de, en fait, après c'est ta vie et tu fais comme tu veux, quoi. Tu vois, effectivement. Alors, un peu plus tard, même qu'après 2 et 4 ans, ils finissent par décider ce qu'ils veulent faire, quoi. Tu vois. Non, mais voilà, l'amour inconditionnel fait partie des choses qui, pour moi, peut poser problème en tant que notion, parce que tu peux aussi culpabiliser de pas ressentir, de dire non, mais en fait, je t'aime inconditionnellement, mais le catch. Je suis désolé, ça, j'y passe 10 minutes. Je comprends. Max, Alors que le catch est extraordinaire, mais bon, c'est. Non, mais certainement. En plus, tu parles à un type qui a regardé hier soir du rugby avec des gens qui le regardaient en disant, mais qui me regardaient moi en disant, mais pourquoi ça t'intéresse de voir des gros types qui se foncent dessus? Mais parce que moi, ça résonne en moi d'une certaine façon. C'est sûr. Et ton fils t'a jamais expliqué pourquoi ça résonnait en lui? Si, mais t'arrives pas, pour le coup, t'arrives pas à vraiment connecter, c'est ça? C'est ça. Je t'ai coupé. Non, tu l'as résumé, en fait, tu as résumé ce que j'allais dire en mieux. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Si, je me rends compte parfois que je suis pas bon, tu vois, je suis là. Je vais répondre à la question à ta place. C'est ça que tu penses. Non, mais en fait, c'est exactement ça qui se passe avec des enfants, c'est-à-dire que ils ont une question, mais en fait, c'est pas une question. Et toi, t'as une réponse, mais en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Donc, et des fois, tu donnes les réponses aux questions qui se posent pas, ou pas les bonnes réponses aux questions qui se posent. Voilà. Et alors, par exemple, est-ce que tu allais voir avec ton fils Oppenheimer? Ton fils qui adore la fission nucléaire? Alors non, parce qu'il fait ses études ici à Paris et que moi je suis allé voir Oppenheimer à Toulouse. Mais la prochaine fois qu'on va se voir, il va nous expliquer tout sur Oppenheimer et sur la fission nucléaire. Et après, il ira sur le tableau de la cuisine et il nous fera des équations sur 6 étages. Voilà. Vraiment, il fait ça? Oui, tout à fait. Incroyable. Comment Et alors, pour parler de ton autre fiston qui est plus dans la lignée littéraire, artistique. Artistique, ouais. Est-ce que tu as la sensation de lui avoir transmis quelque chose, tu vois, sur le coup? Parce que j'imagine à quel point ça doit pas être anodin de voir son père écrire des bouquins, faire tu vois, j'imagine que tu as tes livres chez toi. Enfin, tu vois, il y a un truc. Alors. C'est compliqué pour plein de raisons, parce que d'abord je crains, je redoute qu'il écoute ce podcast, puisque je lui donnerai quand même le lien, et que c'est une des rares formes de paroles qu'il va écouter. Donc c'est possible qu'il écoute ça, donc on va faire comme s'il écoutait pas. Premier point. Deuxième point, je vais pas tant transmis de choses que ça, parce qu'il ne lit pas, absolument pas. L'autre fois, je lui ai par exemple offert une BD parce que j'avais l'impression que le scénario était extraordinaire, et il me dit non, mais je la lirai pas parce que voilà, la lecture ne m'intéresse pas, alors que c'est une BD et qu'il n'y a pas de paroles. Et il va être scénariste.
Il est scénariste. Il est scénariste. Ouais, tout à fait. C'est son métier. Non, il est étudiant Apprenti. en animation 3D et je pense que parmi ses qualités, il y a cette capacité à construire des récits, à comprendre comment ça se fait, etc. Il veut pas se laisser influencer ou? Il y a de ça, je pense. Après, alors, je fais très très gaffe à ce que je dis, mais c'est le fils. Pourquoi tu fais gaffe à ce que tu dis? Parce que j'imagine que mes fils puissent entendre ça. C'est le fils avec qui j'ai le plus de connexion spontanée. C'est-à-dire qu'il joue au rugby, j'ai joué au rugby avec lui. Il fait des scénarios, on peut passer des heures à discuter de scénarios de films, etc. Et en même temps, c'est celui qui me renvoie le plus de négativité, en fait. Ça peut être lui qui me repousse, qui me dit ouais, tu me saoules, papa, t'es pas comme il faut, t'es pas ceci, t'es pas cela. Bon, c'est le fils qui me ressemble quand même pas mal. Il faut bien le dire. C'est un peu le chemin que t'as fait avec ton père aussi, tu as l'impression? Pas du tout. Okay. Voilà, moi j'avais l'impression d'être assez loin de mon père au départ et qu'on s'était rapproché après. Et là, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse, étonnamment. Et d'autre part, j'ai un problème avec ses études. Alors un problème, c'est pas un gros problème, mais quand il a fini le bac, il était formé pour être ingénieur. Enfin, donc il a fait bac S, etc. Et pendant son année de terminale, il s'est remis à dessiner. Et à se dire mais je voudrais en faire un métier. Et à ce moment-là, quand on est allé aux rencontres de, je sais plus comment ça s'appelait, de l'orientation et tout, et regardez architecture, plein de trucs où il pouvait y avoir une partie de dessin. Et là, on a vu ces écoles d'animation 3D qui valent un bras et demi et tout. Et je lui dis bah écoute, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir partir dans des études artistiques. À la fois parce que j'avais pas le courage d'aller faire par exemple le concours de la FEMIS ou des choses comme ça, et parce que mes parents me disaient que c'était pas un métier. Et vu que moi je suis auteur, je dis moi je pense que c'est un métier et donc je m'engage à te soutenir financièrement pour que tu puisses faire ces études. Donc il les fait et en même temps j'ai essayé de lui dire que s'il les arrêtait en plein milieu, ça me ferait mal au portefeuille, ça me ferait mal au cœur certainement, mais que je peux aussi comprendre, c'est-à-dire que je veux pas que ce soit une obligation pour lui. Voilà. Donc on a des relations assez complexes avec ce garçon-là, et du coup il m'énerve, mais il est sympa quand même. Mais donc pourquoi tu parles du prix de ses études, etc. Enfin tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un sujet là tu disais que t'étais pas en accord avec ses études. Ah non, je me suis mal exprimé ou c'était pas clair. Non, je veux pas. Il y a quand même un enjeu financier sur les études qui peut peser pour lui, c'est-à-dire qu'ils se disent je suis obligé de les finir. Et de notre côté, comme j'avais conscience que je le chargeais un petit peu de ma propre réparation, en disant bah, vas-y, va faire des études d'art que j'ai pas pu faire, je voulais aussi lui dire ne te sens pas obligé de les finir. Bon là il te reste un an, s'il te plaît tu vas les finir, hein, parce qu'en plus ça coûte quand même un petit peu cher à papa. Ok. Oui, bah, ok, je comprends. Je vois l'idée. On peut parler de ta belle-fille. Ouais, mais ça va pas être facile en termes d'émotion, mais oui. Tu peux boire un coup si tu veux. Ouais. Je vais refaire un petit truc pour les... Parce qu'effectivement, tu m'as partagé... Oui, ça, c'est mes fils. C'est la partie... complexe et drôle de ma vie en ce moment, c'est-à-dire voir ces gros bébés qui sont devenus des adultes en fait. Enfin, ils croient être devenus des adultes parce qu'en fait, il y a que papa qui sait, il faut qu'ils écoutent papa et tout. Mais est-ce qu'on devient un jour des adultes? Non. Tu pas l'impression que tu sois un adulte, toi? Non, c'est déjà moi je le suis pas. Puis clairement, quand je suis avec ma mère, tout ça, à 50, je sais plus, j'ai 51 ou 52 ans, et je suis toujours un gros bébé pour elle, quoi. Donc c'est chouette. C'est difficile à accepter. Puis à un moment, on dit mais finalement, je vais prendre le plaisir de ça, c'est-à-dire d'être un peu mon. J'ai pas eu mon biberon. Donc quand j'ai rencontré Emmanuelle, mon épouse actuelle, elle avait 2 enfants, Solal et Yael, et ça a été compliqué parce que le père de ses enfants acceptait pas bien la séparation du tout, et donc il y a eu beaucoup des années où on était voilà, eux ils disaient on revient de chez Belzébuth, c'était le nom qui donnait à leur père, alors pour rire, voilà, parce que nous on était le diable, et donc il y avait aussi Belzébuth. Enfin voilà, c'était pas ce qu'on appelle une famille recomposée facile.
Donc j'ai vécu avec Solal et Yael pendant 10, 15 ans, je sais même plus. Je les ai rencontrés, je crois qu'ils avaient 5 et 7 ans. L'adolescence de Yael, alors c'est marrant parce que j'écoutais ton podcast avec ta fille et je l'écoutais avec Emmanuel, ma compagne, et on avait des fois les larmes aux yeux à se dire mais ces trucs-là, ces moments où on s'engueule avec nos enfants, quand on les a plus, on le regrette, on dit on donnerait tout pour pouvoir refaire ça. Donc à l'adolescence, Yael est devenue une jeune fille, une jeune femme qui était complexe à gérer au quotidien. Moi, je pense que la définition de la féminité, du féminisme que j'avais, elle s'opposait à celle qu'elle pouvait avoir. Clairement, j'ai essayé de lui dire, mais tu sais, t'as pas besoin d'être girly, t'as pas besoin d'être qu'avec des copines. Voilà, si tu veux jouer au rugby, joue au rugby, tu vas voir, c'est rigolo. C'est un sport de filles et d'hommes, c'est unisexe. Enfin, des choses comme ça. Il y avait toujours sans doute cette espèce de conflit, des visions. Elle voulait jouer au rugby, c'est ça? Ouais, elle avait fait un essai et elle se débrouillait très très bien et je pense qu'elle avait bien aimé, quoi. Toujours est-il qu'à l'adolescence, c'est devenu très compliqué. On a eu des grosses disputes, on a eu des moments où on se déchirait. Il y a eu. Alors, je parle d'elle, je sais pas si c'est bien, tu couperas, si c'est. Mais quand au lycée, alors que ses frères avaient toujours trouvé une voie facile, elle, ça a été compliqué. Elle s'est plutôt orientée par amour, on va dire, que par envie, par dépit. C'était jamais possible et c'était toujours très tendu. Et ensuite, il y a eu le Covid et on s'est retrouvés à se dire, voilà, on va passer au moins 6 semaines enfermés tous les trois, puisque ses frères étaient ailleurs. On va déjà faire la paix. Et effectivement, on a passé ces 6 semaines en un petit groupe très sympa. Ça gueulait un peu de temps à autre. Et c'est vrai que ça sentait un peu l'herbe dans la maison et qu'on disait, c'est pas très très bien ça. Mais c'était bien. Et 2 mois après la fin du Covid, en fait, elle se plaignait de fatigue très fréquente. Et évidemment, comme un vrai beau papa, je fais arrête de te plaindre, va voir un médecin. Si t'as quelque chose, il le saura. Et en fait, elle avait quelque chose et elle avait effectivement un cancer du poumon très compliqué, très développé. Et dès lors, en fait, tout a basculé parce qu'on s'est retrouvé pour la première fois. Moi, j'ai discuté avec son père. On a dit bon, maintenant, on est une équipe qui doit se battre contre le cancer. Même si on n'est pas... C'est la première fois que tu parles avec son père? Quasiment, ouais, tout à fait. Enfin, les fois d'avant, c'était pour pas se dire des choses gentilles, pour se dire des choses pas gentilles. Okay. Et donc, pendant 2 ans, on a accompagné Yael, qui a été... alors, on s'est découvert. Moi, j'ai découvert que c'était une personne qui avait une force intérieure extraordinaire. Elle s'est battue tout le temps. Elle... 2 jours avant son décès, elle a dit maintenant Covid, pas Covid, je suis censé être à l'hôpital, je m'en fous, on est le 31 janvier, maintenant on se met tous ensemble, on fait la fête et on fait la dernière fête pour moi. Et on l'a fait. Et voilà, et elle nous a on a pu l'accompagner, voilà, le dernier jour de sa vie. On était tous ensemble avec ses frères, ses parents, des amis, à être autour d'elle. Et voilà. Donc depuis, ça c'était en 2022. Il y a 1 an et demi. 1 an et demi, c'est ça. Voilà. C'était. Elle est décédée le jour de mes 50 ans en fait, le jour de mon anniversaire. Donc du coup, je vais changer d'anniversaire parce que ça va être difficile à fêter dans les années à venir. Et voilà, on a aussi appris que la famille, c'était la parentalité, c'était ce truc absolument inacceptable que notre enfant, parce que voilà, elle est devenue instantanément mon enfant, nous a appris à vivre aussi. Elle nous a montré comment l'accompagner, à quel moment il fallait qu'on lâche sur ce que je te racontais tout à l'heure en antenne, que nous on avait toujours été contre fumer des cigarettes et fumer de l'herbe, et à un moment on a vu dans quel état elle était, et la seule chose qui pouvait lui faire du bien d'après elle, c'était fumer un bon gros terre comme elle disait, et on est allé chercher ce qu'il fallait où il fallait, parce que c'était ça qu'il fallait à ce moment-là, quoi.
Waouh. Oui, voilà, je suis en train de me dire, là, de toute façon, je vais rien dire de plus parce que c'est un moment en silence, quoi. Qui est un peu bercé par le ventilo. J'espère que vous l'avez entendu en fond, là. On a chaud, hein, désolé. Vous avez un peu de vent dans le micro. Voilà, donc l'épisode de parentalité qu'on ne souhaite absolument à personne. Et il nous a aussi remis en place. Et parfois, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était pas arrivé, s'il était encore vivant? C'est stupide, mais je sais qu'on serait en train de se battre, que je serais en train de m'inquiéter parce qu'elle est en festival à l'autre bout de l'Europe et qu'on ne sait pas comment elle va rentrer, on ne sait pas comment elle va, avec qui elle est, etc. On développe aussi parce que mon épouse est très proche de ça. On développe aussi beaucoup d'empathie. Je sais pas, c'est pour nos amis qui ont nos amis IES, qui ont des grandes filles comme ça qui leur font absolument n'importe quoi, qui nous font hurler de rire. Mais voilà, parce qu'on n'est pas les parents, on rigole beaucoup quand notre copine dit voilà, ma fille vient de Bruxelles en train, mais sauf qu'elle s'est endormie, donc elle s'est pas réveillée à Lyon, donc elle est en Italie. Tu fais bah super, écoute. Et voilà. C'est la vie de parents, quoi. Ouais, c'est la vie de parents, et voilà. Et on admire nos copines et copains qui disent bon, mais c'est pas grave, on va tout arranger depuis notre petit appartement. Et tout, c'est eux qui arrangent tout. Ouais. Alors qu'ils ont des grands enfants. Oh, mais les enfants, ils sont jamais grands, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. Ouais. Ça n'existe pas, un grand enfant. C'est un enfant, il est petit. Donc, si c'est nos enfants, ils vont rester petits jusqu'à ce qu'on meure, en fait. C'est drôle parce que tu vois, cet été, il y a eu un épisode où on est un peu en bisbille avec ma deuxième fille, avec ma fille cadette, tu vois, et donc elle fait tout pour passer le moins de temps possible avec moi, et on a donc 1 mois de vacances ensemble, et elle s'est arrangée pour aller en vacances chez mes parents, sans me le dire, pendant une semaine, tu vois. Donc moi, j'étais hyper ok avec l'idée, quoi, tu vois. Juste, je lui ai dit, bon, j'aurais bien aimé que tu me le dises, mais super, tu vas chez papy, mamie, c'est cool. Et je lui dis, elle m'a dit, est-ce que tu pourras me prendre les billets et tout? Je lui dis, ouais, pas de problème. Mais tu sais, c'est l'île Royan, c'est une trotte, quoi, tu vois. Faut faire 3 changements et tout, quoi. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas. Je fais, ok, bah, tu vas toute seule, pas de problème. Elle a 15 ans. Et en fait, bien sûr, il y a un retard à un moment donné, tu vois. Elle envoie un message sur le groupe familial avec mon ex-femme et tout. En fait, il y a un retard, j'ai un peu peur, etc. Donc je lui dis bah va chercher le contrôleur, va lui demander un petit peu ce qui se passe, etc. Donc tu vois, je lui file des tips. Et en même temps, il y a mon ex, sa mère, donc qui est là en train de m'envoyer tout de suite un message en disant est-ce que tu peux voir un taxi, un machin, un truc. Et je lui dis mais en fait laisse-la gérer, quoi, tu vois. Et on va voir. Ouais. En fait, le problème n'est pas encore là. Et en fait, elle a voulu aussi aller se faire son aventure parce que elle préfère aller chez mes parents toute seule que de venir avec son daron où c'est un peu plus cocooné, etc. Parce que bon, on aurait pris le temps ensemble, machin. Bah, laisse-la faire, quoi. Tu vois. Ouais. Et c'était trop drôle en fait parce qu'elle a fini par s'en sortir sans aucun problème. Et je disais à mon ex, mais chill, quoi. Tu vois, laisse-la gérer un peu. Effectivement, c'est pas simple pour elle parce qu'elle est un peu timide. Il faut qu'elle aille parler au contrôleur. C'était marrant cette petite expérience, et je crois en plus que c'est comme ça que t'apprends, quoi, tu vois. Ouais. Mais je comprends après l'idée de vouloir protéger à tout prix, quoi. Protéger, et puis mais bon, après il faut aussi apprendre à les aider. C'est compliqué, moi, alors là, c'est un truc plus récent, petite aventure. Mon grand-fils s'est fait casser la vitre de sa voiture un matin avant d'aller au boulot, et c'était la première fois que ça lui arrivait. Et donc, comme c'est quand même un garçon assez sensible, il était un peu dans tous ses états. Et là, c'était marrant parce que c'était l'agence Daron et Fils. C'était voilà, moi, voilà, t'étais à ta maison tranquille, t'appelles, enfin non, justement pas eux, t'en appelles d'autres, et tu règles ça sans aucun problème. Donc c'est aussi très agréable quand les enfants te donnent la permission de les aider, en fait. Donc c'est vrai que par rapport à ta fille, c'est aussi sentir, enfin je sais pas, t'as senti qu'elle avait envie de régler ça elle-même? Elle nous a pas demandé, en tout cas, tu vois. C'est juste, tu vois, pour moi, tant qu'elle demande pas, il y a aussi ce truc de si t'as besoin d'aide, faut demander, quoi, tu vois. Ne fais pas une paraphrase pour faire en sorte qu'on prenne les devants et devancer le truc, quoi, tu vois. Moi, en tout cas, c'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec elle, quoi. Je préfère que tu demandes si t'as besoin d'aide, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être pour ça qu'elle veut me voir le moins possible. C'est que je sais pas, tu vois. J'avais travaillé à un moment avec Martin Mongrand, avec une psychothérapeute à Toulouse qui s'appelle Delphine Binet, qui avait un super cabinet
En fait, j'étais tombé, enfin, j'avais complètement craqué en passant devant son cabinet à Toulouse parce que l'enseigne, elle avait peint sur une vitre un Darth Vader qui prenait Luke Skywalker dans ses bras. Et je trouvais ça parfaitement génial. Et donc j'ai rencontré Delphine, on est devenus copains et tout. Et puis à un moment, quand c'était difficile avec Martin, on est allé la voir et elle nous avait appris à poser une personne de confiance. C'est-à-dire que moi, Martin avait très envie d'indépendance. Et à un moment, je lui ai dit, bah voilà, moi, quand j'étais ado, j'ai perdu un copain parce qu'il se droguait et qu'il a fini dans une espèce de deal, ça s'est mal passé, il est mort. Donc, je projette ça, tu pars faire la fête avec tes potes, moi, j'ai ça en tête. Et toi, tu souffres parce que t'as pas confiance t'as l'impression que j'ai pas confiance en toi. C'est pas le problème. C'est que j'ai pas confiance en le monde. Parfois, dans la vie. Dans la vie, voilà. Et alors pour les garçons, en plus, tu peux les envoyer dehors. Malheureusement, tu peux les envoyer dehors et dire wow, tu vas t'en sortir parce que t'as un physique et tout. Mais c'est vrai que quand tu as une fille, c'est encore sans doute plus inquiétant parce que le monde est moins tendre avec les femmes, les jeunes femmes en particulier. Et donc Delphine nous avait appris moi j'étais ressorti de cette grande conversation certain que s'il avait un problème, si mon fils avait un problème, il était capable de le dire, et si c'était pas à moi, c'était à une personne de confiance. Et ce truc-là, ça m'a rasséréné pendant des années. Et effectivement, en plus, lui, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il a arrêté beaucoup de conduite. Alors, à risque, attention, hein, c'était un garçon très, très prudent et tout. Mais quand on avait cette espèce de contrat, j'étais certain que il était en capacité d'alarmer quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est... je pense que c'est un degré qui permet aux parents et aux enfants d'être au moins apaisés par rapport à un certain nombre de choses. En fait, ma fille, elle est pas bien. Ma fille aînée, elle est pas bien. Il y a 2-3 ans, post-Covid aussi, c'était compliqué pour elle en termes de santé mentale et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça cool de lui filer des adultes tiers qui sont des amis à moi, des femmes. Et tu vois, d'organiser une petite cérémonie, un petit rituel pour lui dire, en fait, j'aimerais bien que tu t'occupes d'elle si elle a besoin, et que vice versa, tu vois, Lina, tu peux aller la voir, l'appeler, etc. si tu as besoin aussi, et que moi je fais confiance à l'adulte que je te présente, tu vois. Et si tu as besoin d'une parole autre, quoi, tu vois, c'est cool aussi, quoi. C'est pour ça que je me demandais un petit peu, quand tu parlais de personnes de confiance, est-ce que tu as fait ça aussi de façon peut-être Alors il n'y avait pas de rituel, c'était Martin qui m'avait dit, moi je connais 2 ou 3 personnes en qui je peux avoir toute confiance, etc. Et depuis, il a développé effectivement un sens des responsabilités qui est rare chez un jeune adulte et chez un adulte en général. Donc voilà, il s'occupe de personnes handicapées, des choses comme ça, mais c'est vraiment l'endroit où il s'est senti à l'aise. Par contre, ce que tu me disais sur ta fille, ça m'a rappelé que nous, peut-être dans les pires moments où on était en difficulté avec ma belle-fille, enfin on n'arrivait plus à communiquer, il y avait eu une espèce de soirée où elles étaient avec sa mère, ma mère, la meilleure amie de ma mère, et que ça s'est... Bon, j'y étais pas, mais donc j'ai eu le récit. Et que ça s'est transformé en une espèce de cercle de femmes bienveillantes avec un peu les grands-mères qui disaient mais bien sûr alors nous on prenait pas ça comme drogue mais on avait fait autre chose, etc. Qui arrivaient à dire aussi que voilà, être une femme dans cette société, c'était d'autant plus compliqué quand on était jeune en fait, parce qu'il y a une énorme pression qui pèse là-dessus. Et que être adolescent, c'est aussi avoir cette pression de devoir créer sa vie. Et sauf qu'on te dit, on revient sur ce truc un peu, cette obligation du développement personnel où on te dit, oui, il faut que tu fasses le mieux, que tu accomplisses ton potentiel et tout. Sauf que en fait, c'est très très compliqué et qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a une pression terrible de la société sur des tas de choses. Voilà. Donc est-ce qu'on a des cercles de mecs comme ça? Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu grandi un moment dans le cercle on en parlait du rugby, ouais, mais c'était plutôt hors du cercle familial parce que je n'avais pas une famille très rugby au départ. Pour mes fils, c'est vrai que ils ont toujours mes potes en ligne de mire, mais c'est vrai que tu vois, c'est une bonne idée que tu dis aussi de faire cette espèce d'alliance entre darons, de dire ok, je te confie mon fils pour voilà, c'est le côté
parrain, et parrainage, avec etc. ton fils aussi, tu vois, d'avoir un vrai truc de passation, en fait, tu vois, tu peux faire appel à machin si t'as besoin, quoi. Ouais, tout à fait. Peut-être on pourra faire ça, quoi. Des parrainages. Ouais. J'ai pas du tout, enfin, t'as raconté l'histoire de ta belle-fille et tout, mais en fait, je me demandais un petit peu, et je t'avoue que c'est un truc dans lequel je me projette pas du tout, mais comment ça se passe le deuil d'un enfant, quoi, tu vois, pour un parent, comment ça se passe ton deuil? Moi, alors, comment ça se passe ton deuil? Le mien, ouais. Je suis écrivain, donc j'ai écrit tous les jours ce qui se passait pour moi, pour essayer de le mettre à distance, avec de trouver une perspective plus joyeuse, plus bienveillante. Ça fait un bouquin qui fait je sais pas, beaucoup de pages, mais que je peux pas relire pour l'instant. C'était mon accroche au quotidien. Après, c'est dans tu comptes l'éditer, ce livre? Yael avait lu des passages, l'avait trouvé très beau et m'a dit il faut que ce soit édité. Après, c'est compliqué parce qu'il faut le relire, il faut trouver des gens, et je sais pas, c'est pas une œuvre littéraire, je veux dire, c'est un... Non, mais au sens où c'est pas facile à travailler. Je l'ai montré à des gens en qui j'ai confiance dans le milieu de l'édition. Bon, c'est pas l'important, quoi. C'est juste des tripes, hein, mais bon. Ouais, voilà, c'est des bouts de tripes, voilà. Et après, alors là, on sort un peu du sujet des darons, mais c'est très complexe. J'ai découvert que gérer le deuil dans un couple, c'est impossible, mais c'est surtout très complexe. Enfin, c'est débile ce que je viens de dire. Non, c'est pas débile. Moi, débile en tant que beau-père, il y avait peut-être pas ce lien charnel physique absolu avec Yael. J'ai beaucoup eu l'impression d'être au soutien de la maman de Yael, de mon épouse. Et c'est un rôle qui est aussi compliqué parce que tu n'es jamais assez fort pour soutenir quelqu'un comme ça, parce que il y a rien à soutenir, c'est insurmontable, voilà. Et tu te sentais un peu mis en échec, c'est ça, à ce moment-là? Oui, en échec, en colère, voilà. On a, comme je te disais tout à l'heure, on a eu des cérémonies, c'est-à-dire aller planter des arbres avec les cendres de Yael. Ce tatouage que tu vois ici, c'est le tatouage qu'elle avait sur la poitrine et que je lui avais offert après une opération où justement on lui avait enlevé une partie du poumon. Donc on l'a fait. On est, sa maman là, ses deux frères l'ont. Alors le troisième, il aime pas trop les tatouages, donc il l'a pas fait. Mais ça n'a pas d'importance non plus. Le lien juridique, enfin cette adoption, ce qu'on appelle l'adoption simple, c'est aussi une façon de dire on fait famille. On est ensemble, quoi. Voilà, on fait famille avec toi, même en ton absence. Voilà. Et après, comme pour beaucoup de deuil pour moi, je continue à lui parler régulièrement. Elle me répond pas très souvent, mais quand même un petit peu. Et donc on découvre aussi comment on fait avec Emmanuel. Quand on voyage, en général, on a un petit objet qui appartenait à Aya et elle a un petit bracelet à 3 € qui est au fond de la mer en Italie. Pardon pour la pollution, mais c'est vraiment un tout petit bracelet. T'excuses pas. Non. On essaie d'amener des petits trucs et quand on trouve un bel endroit, on dit là on va poser une boucle d'oreille, jeter un truc comme ça. Voilà. Et puis c'est un processus qui n'en finit pas. En ce moment, c'est l'été, ça fait 1 an et demi et ça va être un petit peu une formule, mais je revois sa mère sourire. Et rire aussi, et ça faisait longtemps. Voilà. C'était, j'imagine, d'autant plus dur pour toi de voir sa mère s'effondrer, c'est ça? S'effondrer sans que je puisse rien y faire. Et l'impuissance. C'est ça. Donc ça, c'est un truc auquel il faut absolument pas penser quand on est parent. Si les moments où les enfants parce que je suis un daron, je peux donner des conseils. Les moments où les enfants nous sortent par les yeux, où on a envie de les étriper, c'est compliqué, mais il faut se dire en fait,
S'il était ou s'il n'était pas là, ma vie n'aurait plus de sens, vraiment. Donc voilà, de temps à autre, quand je suis en colère, ça peut m'arriver encore d'être en colère contre un de mes fils. Je fais, bon, attends, n'oublie pas qu'il est là. Donc, tu as la chance de pouvoir être en colère contre lui. C'est génial. Écoute. Merci de dire ça. Voilà, ça fait une conclusion, je pense. Voilà, parce que là, il faut que j'y aille. Il faut que tu y ailles. Non, mais... Merci Manu, vraiment. Écoute, merci beaucoup de ton invitation et de c'est très doux. C'est l'occasion de parler. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Et voilà, j'espère que ça peut aider des gens qui se posent des questions. Voilà. Et sans vouloir t'obliger, hein, mais si un jour tu trouves le courage d'aller te replonger dans ce que tu as écrit, je suis à peu près sûr et certain que ça va filer du baume au cœur à tous les parents qui sont dans la même situation que toi ou qui l'ont été, tu vois. Et peut-être que c'est aussi à ça que ça sert d'être artiste, quoi. Voici mes tripes. Il a été question, effectivement, de le mettre, mais c'est compliqué pour des raisons, je vais pas les expliquer, parce que c'est compliqué de le donner, vraiment de le mettre en ligne sur Amazon ou n'importe quoi en disant, mais prenez-le, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas de gagner de l'argent du tout, c'est vraiment, si ça peut vous aider comme témoignage, c'est à disposition, mais je suis même pas sûr que ça puisse aider. En revanche, il y a eu un travail, plus artistique dessus, et donc, allez, puisque je suis à Paris et pas loin, je vais toucher du bois. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Princesse Nique la mort, qui devrait sortir, qui devrait exister, où j'ai décidé de faire en fait la bande dessinée qui raconte la vie de Yael du point de vue qu'elle aurait pu avoir pendant ces dernières années, c'est-à-dire un manga un peu rigolo, avec des créatures monstrueuses et des pétards. Voilà, donc il devrait y avoir ça. Et puis on a une amie... illustratrice, on a aussi écrit quelque chose sur le deuil et le fait que les oiseaux aident beaucoup à porter le deuil ou pas. Enfin voilà, donc je continue à travailler là-dessus. J'ai fait aussi des textes de, je sais pas si ça s'appelle de la poésie, mais enfin de trucs avec des mots et de la musique qui parlent de Yael et de nos rapports. Et tout ça, c'est en cours de travail en ce moment, quoi. C'est canon. Et si un jour tu sors ce texte, c'est pas grave de gagner de l'argent. J'ai un super podcast pour toi qui s'appelle Histoire d'argent. Ah oui, c'est toi qui le fais. Ou c'est pas grave de gagner de l'argent même avec des trucs beaux, tu vois. Non, mais on prend un peu de temps, mais là, on revient sur Bien trop petit puisqu'on avait commencé là-dessus. Il y a eu un appel à texte où les gens en parlent de leur sexualité à 15 ans, donc il s'appelle When I Was 15, et le bouquin va sortir. Et c'est vrai que j'ai dit, mais c'est gentil, mais tout le monde a fait un petit texte et personne n'est payé. Ça me gêne un peu en tant qu'auteur, parce que je suis aussi syndicaliste auteur, et des fois je fais, non, quand tu produis de l'art, tu dois être payé. Et là, l'éditeur que j'aime beaucoup m'a coincé parce qu'il m'a dit, oui, mais les profits vont au planning familial. Et là, je dis, oui, effectivement, dans ce cas-là, voilà. Et c'est ce que je veux dire par l'argent, c'est-à-dire que le fait que ça produise de la valeur pour quelqu'un, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce texte-là, le texte sur le deuil, sur mon deuil à moi, c'est même pas le deuil d'ailleurs, sur la traversée de la période de maladie, la seule valeur que je veux qu'il ait, c'est faire du bien aux autres. Donc après, effectivement, ça m'est complètement égal qu'il sorte chez un éditeur mais pas chez Amazon, parce que justement il y a tout le système un peu compliqué. Bon voilà, c'est merci Manu. C'est peut-être des détails sans non, c'est pas des détails, je comprends en plus. Merci beaucoup. Je mettrai un lien pour aller sur ton site internet où il y a rien du tout. Il y a rien du tout sur mon site. Il y a tout ton livre, il y a tout ton œuvre. Non, c'est vieux. C'est vieux. T'as pas mis à jour. J'ai pas mis à jour. J'ai au moins 6 bouquins qui sont sortis depuis. Je sais même pas s'il y a Bien trop petit. Non, mais j'ai pas le temps de tenir ça à jour. J'ai que Instagram et tous les jours je mets une story avec un machin, mais je sais même plus ce que c'est. Eh bien, je mettrai un lien vers ton Insta pour que les gens puissent... Un lien vers... Non, mais c'est Manu Cos, vous allez le trouver, vous inquiétez pas, il est partout, il traîne dehors. Il est partout. Merci Manu. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.